Bienvenue à tous, bienvenue, bonsoir, bienvenue pour cette grande soirée électorale qui se poursuit. C'est la grande nuit présidentielle à présent. Après les réactions politiques, place au débat d'idées, place au direct aussi. Regardez, image ici du carrousel du Louvre où la fête se poursuit. Des milliers de personnes sont rassemblées. Nos envoyés spéciaux sont sur place. On s'intéressera aussi à la personnalité de ce nouveau président. 39 ans seulement, inconnu il y a encore 3 ans. On en parlera avec nos invités, on en parlera avec le club des experts, nos éditeurs. Quel président sera-t-il? Son programme, ses idées, son gouvernement. Mais d'abord le direct. On vous retrouve, Arnaud Comte. Vous êtes en direct au Louvre où la fête se poursuit. On le voit sur les images. Quelle ambiance, quelle atmosphère autour de vous? Bonsoir Julien, écoutez, il reste encore quelques centaines de personnes. Le président de la République, le nouveau président de la République est parti depuis plusieurs minutes maintenant, mais les gens restent là, parlent politique. Je suis avec deux jeunes hommes par exemple qui sont arrivés. Stéphane, enchanté Stéphane, Arnaud. Qu'est-ce que vous pensez de l'élection d'Emmanuel Macron ce soir? Comment vous l'avez vécu? Très bien, je pense que c'est l'extrémisme qui est pas au pouvoir et c'est une très bonne chose. Moi, je pense que c'est très bien parce que c'est un renouveau politique. En vrai, étant jeune, je pense que c'est une bonne chose. On verra après par la suite, mais on verra que c'est une bonne chose. Et je pense que je suis toujours content que Marine Le Pen n'ait pas passé. Parce que c'est quand même une extrémiste de droite et que malheureusement elle avait fait plus de 30%, donc j'en suis désolé. Et je suis content que Emmanuel Macron passe ce soir. Alors c'est les mots qui reviennent, hein, Julien, renouveau politique, la fraîcheur, la jeunesse d'Emmanuel Macron, 39 ans, plus jeune président de la 5e République. Et on a vraiment senti un engouement, notamment chez les gens qui ont moins de 30 ans ici. Et il y en avait beaucoup tout au long de la soirée. Merci Arnaud et on vous retrouvera évidemment tout à l'heure. On va retrouver aussi Jeff Wittenberg qui est sur place sur cette grande esplanade du carrousel du Louvre. Jeff, il y a beaucoup de monde, on l'a dit avec Arnaud derrière vous. On avait parlé d'une élection sans envie, sans enthousiasme, d'une élection un peu par défaut. Ça n'est pas ce que nous voyons ce soir. Effectivement, il y a encore quelques centaines de personnes, comme le disait Arnaud tout à l'heure. Ils étaient plusieurs milliers. Le nouveau président Macron annonçait même qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est vrai qu'on a vécu une soirée assez incroyable ici avec une place qui s'est remplie peu à peu parce qu'il y avait des mesures de sécurité importantes. Donc au départ, c'était clairsemé et puis il y a eu effectivement cette foule, des DJ qui ont animé la soirée et puis ce point d'orgue avec cette mise en scène quand même assez exceptionnelle de ce nouveau président de la République traversant seul, un peu à la manière de François Mitterrand au Panthéon en 1981, cette cour carrée du Louvre à travers les pyramides et ce discours qui a vraiment frappé les gens avec également l'hymne européen pour accompagner cette montée sur scène. Il y avait vraiment quelque chose d'assez incroyable ce soir qui s'est passé et je dirais que il y avait aussi quelque chose de respectueux. J'ai vécu il y a 5 ans, par exemple, la soirée d'élection de François Hollande à la Bastille. Alors il y avait une fête peut-être un peu plus débridée que celle qu'on a connue ce soir, qui est finalement, il faut le reconnaître, assez sage et empreinte de la solennité qu'Emmanuel Macron lui-même a tenté de faire sentir dans ses 2 premiers discours ce soir, que ce soit à son QG ou ici sur l'esplanade du Louvre. Oui, beaucoup de gravité effectivement ce soir de la part du nouveau président élu. Merci Jeff. On va la revoir cette image justement. Une image pour l'histoire, une image très scénographiée. Regardez, c'est cette arrivée. Il était seul sur cette grande esplanade du Louvre pendant 3 minutes 30. Il a marché face à son destin, marché face à son histoire de président de la République. Une marche sur l'hymne à la joie, l'hymne européen, comme l'avait fait un peu François Mitterrand, effectivement, il y a 36 ans, devant une foule immense. Emmanuel Macron qui s'est exprimé aussi. Sur scène, on l'écoute. Ce soir, vous l'avez emporté. La France l'a emporté. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent, ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Oui, et puis voilà pour cette déclaration. Et puis regardez l'autre image qui restera aussi. C'est à l'issue de cette prise de parole. Regardez, c'était sur scène quelques secondes après. La famille du nouveau président et ses proches, tous sur scène, savourant cette victoire. Son épouse, ses enfants,
ses proches, le tout écouté au son de la Marseillaise. Voilà une image très solennelle. Alors cette élection annonce une reconfiguration inédite, on a dit, de la classe politique, on va en parler. C'est peut-être la fin des partis traditionnels qui s'annonce, on en parlera tout à l'heure. D'abord on va parler de cette élection avec nos invités. Bonsoir à vous trois. Aurore Berger, vous êtes élue des Yvelines, soutien d'Emmanuel Macron, ancienne élue républicaine. Barry Zakhari, vous êtes sénatrice, PS de Paris. Vous êtes aussi ralliée très tôt à Emmanuel Macron et pris Franck Riester, député maire LR de Coulommiers. Peut-être une première question pour vous, Franck Riester. Vous faites partie de cette jeune génération qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes admiratif? Est-ce que vous êtes bluffé de ce qu'il est parvenu à faire? Oui, qu'il ne le serait pas. Franchement, 39 ans, devenir président de la République, en n'étant pas engagé dans la vie politique il y a 3 ans, chapeau l'artiste. Je crois que notre pays aspire à du renouvellement. Il l'a démontré aujourd'hui. C'est une bonne chose. Maintenant, tout reste à faire, et c'est à lui de démontrer que ce qu'il veut faire, c'est-à-dire renouveler en profondeur la classe politique, veiller à renouveler les pratiques politiques, renouveler les visages, les idées, réformer le pays en profondeur pour avoir des résultats que gauche-droite confondus, nous n'avons pas eu depuis 30 ans, sera une réalité. Vous avez ce soir envie de participer à ce grand projet de rassemblement et d'union nationale? En tout cas, on a une grande responsabilité devant les Français. Non, mais vous, à titre personnel, Franck Riester. Oui, mais attendez, je vais vous dire, on a une grande responsabilité devant les Français. C'est avoir des résultats dans tous les champs d'action qu'ils attendent, c'est-à-dire la sécurité. Nous devons avoir des résultats en matière de sécurité, c'est-à-dire l'emploi. Comment est-ce possible qu'un pays aussi rempli d'atouts extraordinaires, de gens qui ont envie de se battre, d'envie de créer, d'innover, on n'arrive pas à avoir la croissance et le taux de chômage vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous avez envie d'y participer à ce rassemblement que dans d'autres pays, ils ont su atteindre? Je pense que nous devons nous retrousser les manches, les gens de bonne volonté, de gauche, du centre, de droite, pour avoir des résultats. Après, tout va dépendre de lui. Parce que ce n'est pas un chèque en blanc. Moi, je suis un homme de droite et je vais le rester. Simplement, est-ce qu'il va avoir les décisions qui s'imposent pour rassembler les Français? Alors, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il va avoir une équipe gouvernementale qui rassemble un Premier ministre de la droite ou du centre-droit? Ce sera l'une des questions qu'on développera tout à l'heure. Franck Riester, je voudrais votre avis. Très importante. Barry Zakhari, d'abord, peut-être à titre personnel. Vous l'avez soutenu très tôt, Emmanuel Macron. Vous y avez cru. Ce soir, j'imagine que vous êtes ému. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli, d'une certaine manière? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai fait partie avec 5 ou 6 personnes des soldats de la première heure. Et nous sommes... aujourd'hui, c'est... comment dire? C'est le résultat d'une analyse que nous avions faite au début, c'est-à-dire la décomposition des partis politiques, les fractures au sein même des partis politiques qui sont parfois plus larges que les fractures entre la gauche et la droite, l'impasse, souvent les impasses démocratiques, la situation aussi de nos concitoyens. Vous avez douté un moment pendant ces longs mois de campagne? Jamais. Jamais, parce que je voudrais qu'on regarde une ensemble. Énergie. Après, je vous donne la parole à Aurore Berger. Je voudrais qu'on regarde ensemble ces déclarations. C'était il y a quelques mois. Écoutez ce que disaient les grands leaders politiques, y compris François Bayrou, à propos de la victoire possible ou non d'Emmanuel Macron. Regardez. Emmanuel Macron, c'est un candidat sérieux pour vous? Non. Je vais vous dire très clairement non. Emmanuel Macron ne sera pas président de la République. Ma conviction, c'est que les Français ne confieront pas leur destin à quelqu'un qui n'a aucune expérience. Il serait un bon candidat. Là, pour 2017? Oui. Non. Il a une chance d'être président de la République, Macron, ou pas, selon vous? À court terme, ça me paraît difficile. Si au mois de juin prochain, je vous invite et que vous me dites je m'étais trompé, il est président de la République. Non, je ne pense qu'il ne sera pas président de la République. Je vous le dis, ça ne marchera pas. Et s'il arrive autant jusqu'à l'Élysée? L'histoire, je n'y crois pas une seconde. Voilà, c'est assez drôle de revoir ces déclarations. Même François Bayrou, Aurore Berger, n'y croyait pas. Moi, ce que je constate, c'est surtout que François Bayrou a fait le choix de ne pas se présenter pour permettre aussi l'élection ce soir d'Emmanuel Macron. Moi, je trouve que c'est à saluer. On le compare parfois à Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une comparaison qui est judicieuse? Sa modernité, son engagement, son âge aussi? Je pense que les époques sont extrêmement différentes et que le mouvement qu'il a créé n'est pas comparable aux partis sur lesquels Valéry Giscard d'Estaing pouvait se reposer à l'époque. Donc je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible parce qu'il y a
à aucun moment des repères tels que ceux qu'on est en train de créer en un an de mouvement politique, en un an d'existence de ce mouvement politique. C'est devenu la première force dans notre pays. 280 000 personnes à travers la France qui l'ont rejoint et qui se sont mis en marche, au sens propre du terme pour lui, qui lui ont permis d'être en tête du premier tour de l'élection présidentielle. On dise un mot aussi du personnage. Son jeune âge, 39 ans, il n'a quasiment pas d'expérience gouvernementale, 2 ans ministre. Regardez cette image des plus jeunes dirigeants de la planète. On va voir Matteo Renzi, Tony Blair, Alexis Tsipras aussi en Grèce, Justin Trudeau au Canada. La voici cette image, regardez, ces 4 grands leaders, mais qui avaient une expérience déjà politique forte. Est-ce que 39 ans sans expérience politique, ça n'est pas un peu jeune pour diriger un grand pays comme la France? Est-ce qu'il en a les épaules? Moi, je crois que la France, on était quand même surtout un peu une exception à considérer que l'âge était un critère. Je pense qu'il ne l'est pas, ni dans un sens, ni dans l'autre, d'ailleurs. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la compétence, c'est la cohérence de son projet, c'est le fait qu'on va être au travail pour mettre en œuvre les réformes pour lesquelles, encore une fois, les Français ont voté pour lui en le plaçant en tête du premier tour de l'élection présidentielle. C'est ça qui compte. Après, en effet, 39 ans, ça devient un précédent. Je crois quand même que l'âge est quelque chose, je ne suis pas du jeunisme du tout, mais en termes d'image, je pense quand même que ça va donner un coup de modernité, un coup d'optimisme au pays. On est quand même dans un pays où les Français sont pessimistes, où on est avec effectivement une classe politique qui est là depuis 20 ou 30 ans. Le fait d'avoir un nouveau visage, de moins de 40 ans à la tête du pays, ça va donner à la fois en interne et en externe une bonne image de notre pays et de la volonté de ce pays d'aller de l'avant. Maintenant, on sent que vous avez envie de bosser avec lui. Non mais attendez, ensuite derrière, c'est pas un blanc-seing. Il va falloir qu'on le juge et les Français et je dirais les habitants du monde vont juger de ce jeune président en fonction de ses actes. Et les premiers actes sont déterminants, on le sait bien dans un quinquennat. Les premiers actes d'abord en matière de ressources humaines. Oui, Barry Zacharie, c'est aussi fondamental. C'est aussi un président, disons-le, qui est un peu élu quand même par défaut. Quand on regarde les chiffres d'Ipsos publiés ce soir, seuls 16% des Français ont voté pour son programme. Aura-t-il un gouvernement suffisamment fort, une majorité suffisamment forte pour pouvoir imposer son programme et fédérer cette France qu'on sent ce soir divisée? Je voudrais d'abord répondre à la question sur l'âge et la jeunesse. Je crois qu'en élisant Emmanuel Macron, les Français nous envoient le message suivant. On en a marre des redoublants qui nous ont emmenés à l'échec. Et ça, c'est un espoir. Pour le rayonnement de la France à l'étranger, c'est assez fantastique. Et je souscris aux propos qui ont été tenus. L'âge, c'est pas un problème. Mais comment peut-il rassembler cette France divisée alors que seuls 16% des Français ont voté pour lui uniquement sur son programme? 43% des Français ont voté contre Marine Le Pen. Ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est ma question. Hein. C'est peut-être pas un vote d'adhésion, mais il fallait le faire, là. Et l'ADN du mouvement, c'est des gens de droite, des gens de gauche et des gens du centre, c'est-à-dire des gens suffisamment intelligents, suffisamment progressistes, suffisamment réformistes pour dire le pays, il y a un problème dans le pays, il faut qu'ensemble, nous retroussions les manches et nous allions de l'avant. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je suis très heureuse de la bienveillance et des propos qui sont tenus par mon voisin, parce que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. L'ancien monde, c'est fini. On est dans un nouveau monde et Emmanuel Macron nous fait rentrer dans ce nouveau monde. Les peurs nous ont quittés. Moi, je n'ai pas eu peur de quitter mon parti politique pour le soutenir. C'est quelqu'un qui a une détermination fantastique. Et croyez-moi, le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'il réussisse. Alors, Aurore Berger nous dira un mot peut-être sur ce destin et cette volonté qu'il a eue de devenir président de la République. À quel moment il a eu le déclic? En tout cas, la politique, il y pensait depuis longtemps, nous a-t-il confié encore récemment. Écoutez-le. Depuis quand vous avez envie d'être président de la République? J'y ai pensé. J'ai voulu depuis tôt avoir un destin avec mon pays, depuis mon plus jeune âge. Après, j'ai voulu, alors que j'avais une vingtaine d'années, m'engager dans une action plus politique, quand j'ai quitté la philosophie. Et donc, je me suis dit, je veux tout faire pour changer mon pays et bouger les choses. Donc, à 20 ans, vous disiez, je serai président de la République? Non, je n'ai jamais formulé en ces termes. Et ensuite, j'ai voulu revenir, donc il y a 5 ans, pleinement dans la vie active, parce que j'avais connu l'État, mais comme fonctionnaire. Et moi, j'ai vu les blocages à l'œuvre. Et ça s'est révélé progressivement. J'ai vu ce qui bloquait, ça m'a indigné. J'ai vu qu'on pouvait faire beaucoup mieux, beaucoup plus fort. J'ai vu qu'on pouvait transformer le pays, en libérer les énergies, en même temps protéger les gens, être libéré et protégé, qu'on pouvait tenir ça. Le déclic, c'était quand et donc, ça a été quand je suis devenu ministre.
On l'a un peu moqué, Emmanuel Macron, Aurore Berger, à l'issue de certains de ses débats, car il disait qu'il était un peu d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est un homme de conviction, Emmanuel Macron ? De la même manière qu'on nous a moqué en même temps. Moi, je trouve ça fou quand même que dans une campagne présidentielle soit devenu un handicap d'avoir de la modération plus que de l'excès. C'est beaucoup plus facile d'être dans l'excès ou dans l'outrance que d'être dans la modération et d'arriver à rassembler. Et on a besoin, surtout sur un second tour où on gagne face à l'extrême droite, d'avoir un président de la République qui est en capacité de réconcilier et de rassembler. Donc à un moment qu'il ait fait le constat, qui était fait par les Français depuis très longtemps, mais qui n'était jamais exprimé dans une campagne présidentielle, qu'il y avait des gens de bonne volonté des deux côtés de la rive et qu'il fallait arriver à les rassembler pour réformer le pays. Moi, je trouve que c'est une chance formidable. Mais le rassemblement, il se fait sur une conviction, sur une vision. Quelle est-elle, la conviction d'Emmanuel Macron et sa vision pour la France ? C'est dans l'extrait que vous venez de dire, il l'exprime, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, il a subi dans sa volonté réformatrice des blocages qui n'étaient pas liés aux convictions des uns et des autres, qui étaient liés à des logiques d'appareil qu'il estimait être dépassées. Il a envie de réformer le pays. Il est entré ce soir au Louvre sur l'hymne européen. Qui d'autre aurait pu faire ça dans une campagne présidentielle ? Qui d'autre aurait même imaginé qu'on puisse faire de la conviction européenne un argument positif, bien travaillé. Un argument positif pour gagner une campagne présidentielle ? Tout le monde disait qu'il était fou de considérer que l'argument européen pouvait lui permettre de gagner. Il l'assume, il le revendique. Paris Zacharie et puis Franck Riester, juste sur le curseur politique d'Emmanuel Macron, puisqu'on sait que la constitution de son gouvernement sera un acte fondateur pour son quinquennat. Sera-t-il plutôt à droite ou plutôt à gauche ? Pardon de faire de la politique politicienne, mais c'est important quand même. Eh bien, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ADN du mouvement, c'est les trois. Donc les trois hypothèses sont possibles. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un Premier ministre de droite, pas de raison qu'il n'y ait pas un Premier ministre du centre ou de gauche. Je vais reprendre ce que vient de dire Aurore Berger. Le nombre de fois où moi, au Parlement, j'étais d'accord avec les propositions que faisaient un certain nombre de collègues de droite et où j'ai dû me réfréner en disant non, il y a ce mur de Berlin qui nous empêche de travailler ensemble. C'est insupportable. Et Emmanuel Macron, eh bien, lui dit non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas que ça soit de l'eau tiède. Non, mais pas de l'eau tiède. Rassembler, c'est bien, il faut rassembler, et je pense qu'il va être très important pour lui de démontrer qu'il veut rassembler tout le monde, mais derrière, pour faire des choses, pour agir. Et là, quand on agit, on ne se fait pas que des amis. Et il faudra, et c'est là qu'on le jugera, s'il est capable d'assumer des décisions difficiles, réformatrices pour le pays. Quand il dit qu'il veut assouplir le marché du travail, moi je suis d'accord, en tant que d'homme de droite et en tant que député républicain, c'est exactement ce qu'on défend. Donc le curseur économique est plutôt à droite, on est d'accord. Je pense. En tout cas, je pense que beaucoup de retraite, suppression du RSI. Le plafonnement des prud'hommes. Beaucoup de Français qui se sentent de droite peuvent se retrouver dans ce projet-là. Quand il dit qu'il faut restaurer l'autorité de l'État en étant plus ferme, je pense que beaucoup d'hommes et de femmes de droite peuvent se retrouver dans cette politique-là. Vous parliez de la dimension internationale de cette élection. On va retrouver Jacques Cardoz, notre correspondant à Washington. Les États-Unis ont beaucoup suivi, Jacques, cette élection. Marine Le Pen, Emmanuel Macron. On a souvent comparé Emmanuel Macron, disons-le aussi, à Kennedy, jeune président, plein d'allant. Avec une espèce de positive attitude. Est-ce que ce soir, les Américains disent oui, Emmanuel Macron, c'est un peu le Kennedy français ? Écoutez, c'est probablement encore un peu tôt pour le dire. C'est vrai que la presse a fait ce genre de parallèle aussi avec Barack Obama. Il a ce côté évidemment jeune, comme vous le disiez, cet élan, ce nouvel élan. La presse ici, d'une façon générale, dit de toute façon que ce sera une nouvelle ère pour la France. Alors, à noter, Julien, que Donald Trump a été très rapide dans sa réaction. Ça ne manque pas de sel parce qu'on se souvient que juste avant le premier tour, il avait quand même souligné qu'il avait des idées qui étaient plus proches de celles de Marine Le Pen. Et puis, on a senti un certain flottement entre l'entre-deux tours de la part de la Maison-Blanche avec chacun des porte-paroles qui nous disaient « mais non, 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 il n'y a pas de préférence de la part du président des États-Unis ». Et donc, il y a eu ce tweet qui est tombé moins d'une heure après la confirmation des résultats d'Emmanuel Macron, président de la République française. Et Donald Trump dit qu'il est même impatient de pouvoir travailler avec Emmanuel Macron. Alors, très probablement parce que c'est la coutume, c'est l'usage, les deux hommes parleront au téléphone très prochainement. Et puis ensuite, il y aura probablement une rencontre physique à l'occasion du sommet de l'OTAN à la fin du mois, puisque Donald Trump, ce sera d'ailleurs son premier voyage à l'étranger, a expliqué qu'il serait là au moment du sommet de l'OTAN. Et si j'en parle, c'est parce que c'est très important pour les Américains. On attend beaucoup de la France, qu'elle soit évidemment un partenaire dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il faudra qu'Emmanuel Macron montre des signes de fermeté dans cette lutte contre le terrorisme. Pour les Américains, c'est la
la France est un partenaire privilégié dans ce cadre-là. Alors évidemment, toutes les chaînes de télévision américaines ont largement retransmis le discours d'Emmanuel Macron, notamment les chaînes d'information, évidemment cet après-midi à la cour carrée du Louvre. Quand je dis cet après-midi, c'est parce qu'il y a évidemment le décalage horaire, et on souligne, c'est vrai, ce côté vent nouveau en tous les cas, et on verra évidemment ce qu'il en est de la relation avec le nouveau président des États-Unis et le président de la République française. Merci Jacques pour cette explication et ces observations. Merci Jacques Cardoz en direct de Washington. Alors on parlera tout à l'heure de sa capacité à gouverner, de la question de son Premier ministre. À tout à l'heure. D'abord, on va poursuivre les réactions à l'étranger. On va prendre tout de suite la direction de Berlin où nous attend Amaury Guibert. Amaury qui est en direct de Berlin. C'est vrai qu'il y avait une inquiétude autour de cette élection française. Amaury, Angela Merkel et son cabinet avaient, disons-le, les yeux rivés ce soir sur la France. Est-elle, la chancelière, rassurée? S'est-elle exprimée déjà? Elle s'est exprimée déjà publiquement et surtout, elle a passé un coup de fil à Emmanuel Macron, le premier coup de fil d'un chef d'État ou de gouvernement étranger pour le nouveau président de la République française. Le ton était très chaleureux, a-t-on fait savoir dans l'entourage d'Emmanuel Macron. La chancelière l'a bien évidemment félicité et a souligné que le choix des électeurs français était, je cite, une profession de foi pour l'Europe. Alors il y a du soulagement, ça c'est très très clair, l'essentiel est sauf pour la relation franco-allemande, pour la construction européenne, mais derrière ce soulagement, il y a aussi des inquiétudes assez nombreuses, notamment sur la capacité d'Emmanuel Macron de gouverner avec une vraie majorité parlementaire et donc de mener à bien ses réformes. Et Dieu sait si la question des réformes préoccupe beaucoup les Allemands. Et puis il y a aussi un débat qui est en train de naître sur l'attitude que doit avoir aujourd'hui Berlin vis-à-vis de Paris. Est-ce que la porte va rester ouverte? Et on voit un certain nombre de voix s'élever pour que Berlin adoucisse un petit peu sa position et lâche un petit peu de lait sur des questions importantes comme l'orthodoxie budgétaire, comme sur les réformes à mener en Europe et dans la zone euro, des projets de réforme que porte aussi Emmanuel Macron. Je vous citerai juste la déclaration du ministre allemand des Affaires étrangères ce soir, Sigmar Gabriel, qui a plaidé pour que Berlin soit un peu plus ouvert à la France et à ses projets de réforme. Car si Emmanuel Macron échoue, c'est ce que disait Sigmar Gabriel ce soir, eh bien c'est Marine Le Pen qui sera élue dans 5 ans et c'est l'Europe qui disparaîtra. Donc on le voit, l'Allemagne s'est fait peur avec cette élection. Elle est soulagée ce soir, mais ce résultat risque aussi de changer pas mal de choses dans la position de Berlin et donc dans sa relation, dans son attitude vis-à-vis de Paris. Ouais, merci Amaury pour cette analyse. Amaury Guibert en direct de Berlin. On va retrouver Valérie Lerouge qui se trouve à Bruxelles. Bonsoir Valérie, même son de cloche du côté de la Commission européenne. On est rassuré ce soir? Oui, et les dirigeants européens se sont empressés de saluer ce résultat dès 20h10, 20h15. Et pour cause, Emmanuel Macron est de loin le plus europhile des 11 candidats de cette présidentielle, le seul à avoir fait brandir des drapeaux étoilés lors de ses meetings, celui qui, on l'a dit tout à l'heure, a fait jouer l'hymne à la joie, l'hymne européen, juste avant son discours au Louvre tout à l'heure. Donc Jean-Claude Juncker, dès 20h15, lui a envoyé cette lettre, elle l'a publiée, une lettre dans laquelle il se félicite que les Français se soient choisis un avenir européen. Car c'était tout l'enjeu de ce scrutin ce soir. Plus d'Europe ou en sortir avec Marine Le Pen. Et à lire les différentes déclarations, les tweets, les communiqués des eurodéputés ou des dirigeants européens, on voit qu'il y a d'une part du soulagement, mais aussi une tentation de récupérer ce score élevé d'Emmanuel Macron ou de le traduire comme un plébiscite pour l'Union européenne. On sait honnêtement que c'est un peu plus compliqué que cela. Il suffit de voir les scores cumulés des différents candidats anti-Europe en premier tour. Mais on sent bien que Bruxelles avait besoin d'un signal fort pour se requinquer, pour repartir de l'avant. Et visiblement, 10 mois après le Brexit, cette présidentielle française était un de ces signaux forts. Oui, merci Valérie pour cette analyse en direct de Bruxelles. On va y garder évidemment un œil sur les images en direct. Voilà, Arnaud Comte, c'est à vous. Vous êtes en direct du carrousel du Louvre avec des supporters d'Emmanuel Macron, je crois. Oui, Julien. Alors, il y a eu une image forte de cette soirée. C'est Emmanuel Macron sur scène, en famille. Il y avait beaucoup de familles ce soir, notamment Thierry. Et madame, vous portez le même prénom que le président. C'est un hasard, Emmanuel. Qu'est-ce que vous avez retenu, bonsoir, de cette soirée? Je crois que c'est le discours et les discours très solennels, vous me disiez. Oui, bonsoir. Effectivement, on a été impressionnés par le premier discours sérieux, grave, solennel, avec la volonté de rassembler ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour lui et ceux qui sont abstenus ou qui ont voté blanc. Et le deuxième discours ici, un petit peu plus, un peu plus festif, mais toujours très grave et très solennel. Et puis la marche très impressionnante au Louvre.
entouré de la musique de l'Europe. Donc ça nous a émus et on tenait à venir en famille pour montrer aux enfants l'importance de la démocratie, l'importance de cette journée. Vous évoquiez les festivités il y a 5 ans. On en parlait des images François Hollande en 2012. C'était un ton différent ce soir. Oui, bien sûr, le côté solennel nous a beaucoup touchés, évidemment. On ne peut pas ignorer le côté très, très sérieux et très digne des deux interventions, la marche dans la cour. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est l'optimisme de tous ces gens, de tous ces jeunes qui sont là. Et ça m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le respect de ceux qui sont venus là aussi et qui ont voté Macron aussi pour faire barrage au Front National. Et enfin, la conviction que la France a un réel rôle à jouer dans le monde et la volonté de porter haut et fort cette voix parce que la France peut jouer un rôle dans ce monde. Voilà. Merci beaucoup, voilà. À vous, Julien. Merci Arnaud pour nous faire vivre en direct ces images avec ses supporters. On va évidemment garder un œil sur ces images en direct puisque la fête se poursuit, vous l'avez compris, au Carrousel du Louvre. Mais on va aussi s'intéresser à la personnalité d'Emmanuel Macron avec notre club des experts. Bonsoir à vous trois. Claude Askolovitch, éditorialiste et journaliste à Slate. Bertrand Delay, réalisateur. Vous suivez d'ailleurs en ce moment Emmanuel Macron pour un documentaire. Ce n'est pas le premier. Non, avec Emmanuel Macron, c'est le 3e. Voilà, et puis Alix Bouillaguet, que chacun connaît, journaliste au service politique de France 2, en charge maintenant de l'émission politique. Et vous êtes l'auteur, Alix, d'un livre, Le couloir de Madame, sur les épouses des candidats et les époux des candidates. Est-ce que d'abord vous l'avez senti changer ce soir, Emmanuel Macron? Bertrand Delay, je crois que vous étiez avec lui il y a encore quelques heures. Oui, alors je l'ai senti changer il y a un peu, pas ce soir. Au fond, on a senti une forme de gravité arrivé à partir de la mi-mars, de façon très très nette. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu 2 étapes. À partir de janvier, après le succès de la porte de Versailles, il y a une espèce de... Il commence à être de plus en plus seul, de façon très nette. Il se protège. Et à partir de mi-mars, il commence à prendre conscience de la tâche, le cas échéant, parce que je pense qu'il n'a jamais douté de sa victoire. Et il y a une forme de gravité qui gagne. Vous diriez qu'il est habité de la fonction présidentielle désormais? C'est ce que vous avez ressenti? En tout cas, je pense qu'il est prêt. Maintenant, il y a le vertige de la fonction, il y a plein de choses. Et je pense qu'il s'y est préparé. Alix, on a beaucoup dit que Emmanuel Macron, c'était un bébé Hollande. Voilà, c'est une critique qui est beaucoup apparue pendant la campagne présidentielle de François Fillon, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est un homme de conviction qui s'est tranché ou un homme de consensus comme le président actuel? Et il est un petit peu ambigu, je trouve, parce que à la fois c'est un homme de consensus, c'est un homme qui déteste cliver, ça c'est vrai que tous les proches le confirment. Hein. Il aime surtout énormément avoir l'approbation, essayer de convaincre, susciter une espèce d'adhésion. Et puis il a cette envie d'être souvent dans la séduction. Et moi, mon interrogation, c'est de savoir s'il sera capable de trancher. On a vu par le passé que Nicolas Sarkozy, tiraillé par cette envie de séduire, n'a pas été capable de faire les réformes jusqu'au bout. On disait qu'avec Nicolas Sarkozy, c'était le dernier qui parlait qui avait raison. Oui, surtout. Est-ce que c'est le cas avec Emmanuel Macron? Non, je ne crois pas. Je pense que lui, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. En revanche, sa capacité à devenir impopulaire, à ne plus se faire aimer pour, quelque part, aller mener des réformes jusqu'au bout, pour moi, c'est une interrogation. Alors, il y a un style Emmanuel Macron. On va regarder les images, puis après, Claude, vous réagissez. Le style Emmanuel Macron, regardez, c'est avec Magali Lacrose. Cette nouvelle année. Il a réussi son coup de com', c'est parfait. Il a une barbe maintenant, vous l'avez remarqué. Il a le chic des coups chocs. Emmanuel Macron attire les regards, les caméras. Moi aussi j'ai incarné le renouvellement, le changement, vous savez ça passe. Et les jaloux. Emmanuel Macron contrôle son image. Il passe au bon moment, au bon endroit. C'est ça qui est important. Toutes les photos sont négociées à l'avance avec la même agence. Je ne fais pas les unes de la presse People. La presse People fait des unes sur moi. C'est différent. Il sait jouer de ses charmes. Je vois tellement de visages amis que je voudrais embrasser. Quand il commence à parler, à bouger, vous tombez un peu sous le charme en disant tiens, j'ai envie d'être son ami. Un séducteur qui n'hésite pas à aller au contact. Et parfois, ça déménage. Qu'est-ce qu'il y a? Et on est là, moi, je suis là. L'homme au costume toujours impeccable cultive le franc-parler.
Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Depuis ce soir, c'est le costume du président qu'il a sur les épaules. Il y a presque une ressemblance, j'ai envie de dire, avec Nicolas Sarkozy quand on voit ces images. Le séducteur, l'homme qui va au contact, qui n'a pas peur des mots, des expressions. Je trouve pas que je vois ce que vous voulez dire, mais non, je vois pas la ressemblance avec Sarkozy. Ce qui m'intéresse, dernier acte de campagne d'Emmanuel Macron, c'était vendredi. Il va en confrontation avec les journalistes de rédaction de nos confrères de Mediapart. C'est un journaliste assez dur, sensibilité de gauche, pas du tout complaisant. Il y va et il parle longuement. Quand on est en fin de campagne, ultra favori, normalement on protège, on verrouille. Il y va, il aime le débat. Alors il aime séduire, bien entendu, il n'est pas dépourvu de séduction, il aime être aimé, mais en même temps, il ne lâche rien. Ce qui était intéressant dans l'image qu'on a vue tout à l'heure, quand il était avec les ouvriers de Whirlpool, ce sont des gens qui vont perdre leur boulot parce que leur entreprise se délocalise en Pologne. Il ne va absolument pas leur dire « oui, bien sûr, je vais vous protéger, oui, je vais maintenir l'entreprise là ». Il leur dit qu'il ne pourra rien leur donner, si ce n'est un engagement de retrouver de l'activité industrielle sur le site et de la formation. C'est-à-dire que lui qui est, comme on voudra, un social-libéral protecteur, mais qui n'imagine pas une seconde s'opposer au licenciement, il le dit à des gens qui sont en train de perdre leur boulot. Plus il leur dit, attendez, l'usine d'à côté, Procter & Gamble, si on ferme les frontières pour vous protéger, eux perdront leur emploi. Donc il n'est pas cash brutalement pour faire un effet ou parce qu'il se sentirait attaqué personnellement. Parfois transgressif. Quand il dit à ce jeune homme, pour s'acheter un costume, il faut travailler. Quand il dit, moi j'estime qu'il faudrait plus de milliardaires aujourd'hui en France. Voilà. Ce sont des propos assez transgressifs, comme Nicolas Sarkozy en avait l'habitude. C'était des... Il parlait des start-up, il parlait de la nouvelle économie. Si le nouveau président était totalement dépourvu de défauts, de fabrication et de caractère, waouh, quel beau monde. C'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est que dans son envie d'aller, comme il dit, au contact, il y a l'envie de débattre et il n'en déroge pas. Sarkozy provoquait, il peut arriver à Macron de provoquer, il peut lui arriver d'être énervé. Ce qui est intéressant, c'est le phénomène dialectique autour de lui. Il n'est pas pour rien, ou il ne se réclame pas pour rien de sa formation philosophique. Bertrand Delay, on parle souvent, quand on parle d'Emmanuel Macron, d'un grand séducteur un peu insaisissable, qui a peu d'amis, qui cloisonne beaucoup. Est-ce que c'est ce que vous avez observé pendant ces longs mois d'enquête ? Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, je n'ai pas connu François Mitterrand, puisque la génération... Mais j'ai beaucoup lu sur François Mitterrand, et je pense qu'il y a quelque chose de mitterrandien chez Emmanuel Macron. Alors, pas tant sur la ligne politique. En tout cas, ce soir, on a vu qu'il en a utilisé les symboles, avec cette image, cette marche seule. Dans le secret, dans la façon d'avoir différents cercles qu'il va utiliser, le cas échéant, mettre en concurrence par rapport à des idées qu'il va pouvoir lancer. Dans la liberté, c'est un homme incroyablement libre. C'est-à-dire, si on reprend ce que disait Claude à l'instant sur Mediapart, il adore la transgression intellectuelle, il adore la provocation intellectuelle. Par jeu aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la séduction, c'est démontrer sa liberté. Et je pense que cette liberté-là, c'est à mon avis même un des ressorts de son succès ou de sa réussite. Alors, il y a aussi le paradoxe Emmanuel Macron. Oui, Alix, pour compléter ce que vous dites, effectivement, Brigitte Macron dit mon mari n'a besoin de personne et a besoin de tout le monde. On ne rentre jamais vraiment dans son périmètre. Voilà, donc c'est effectivement cette solitude, ces cercles multiples. Et puis aussi, c'est une personne qui... certains proches le disent, qui n'a pas beaucoup d'affect. C'est-à-dire qui est à la fois dans l'empathie, qui est affable, mais qui reste extrêmement secret sur ses sentiments. Et certains, d'ailleurs, font la comparaison avec François Hollande, par exemple. Le côté bon pote, sympa, souriant, et qui, en fait, se révèle parfois être plus dur ou insensible qu'il n'en a l'air. Alors justement, le paradoxe Emmanuel Macron, c'est aussi son destin, son envie de politique. Cette trajectoire qui l'a conduit aujourd'hui à la présidence de la République, mais aussi la littérature, le théâtre, son amour des livres. Regardez. Ça, c'est plus mitterrandien que... Moi, j'ai toujours vécu, à l'aune de la phrase de Lévinas, la confiance, c'est le problème de l'autre. Homme de lettres, homme politique, dans ses discours, il cite les auteurs de droite et de gauche au service de son programme. Il a fallu l'énergie et le talent d'Émile Zola et de Charles Péguy. Je me remémore un des fragments des feuillets d'hypnose de René Char. Et René Char voit cette scène de ces centaines de villageois qu'il ne connaît pas,
mais qui lui sauve la vie. Et je voulais plutôt devenir écrivain ou faire du théâtre. Somnambule du 21e siècle. Sa campagne, il l'écrit comme un roman, quitte parfois à en faire un peu trop. Je tenais à ces êtres par 1000 fils confiants, dont pas un ne devait se rompre. Alors oui, je vous aime farouchement, mes amis. C'est au lycée que le roman d'Emmanuel Macron a commencé. Quand vous étiez ado, vous vouliez écrire un roman, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'était quoi? J'en ai même écrit. Ah bon? Oui, bien sûr. Pour mes tiroirs. Des histoires d'amour, des... Ah bon? Ouais. Et alors, est-ce que vous publierez ça un jour? On verra. Ou est-ce que vous reviendrez à l'écriture? Peut-être. Oui, peut-être. C'est une perspective. Donc vous n'avez pas abandonné? Quand je serai lassé de ce monde. Visiblement, pas encore. Voilà, c'est intéressant ce paradoxe, Emmanuel Macron, entre ces deux vies, ces deux trajectoires, ces deux envies. Est-ce que vous arrivez à dater, Claude Askolovitch, le moment où il a décidé dans sa petite tête qu'il deviendrait président de la République? Décider de devenir président de la République, il n'y a que lui qui le sait. Constater que le pouvoir hollandais auquel il appartenait était terminé, constater qu'il était dans un monde mort et que ces gens-là ne réformeraient plus. On peut dire qu'il y a une rupture qui se situe dans les années 2015-2016, après la loi Macron, la première loi Macron, quand il attend une relance dans la modernisation de notre législation sociale, et ça ne vient pas. À ce moment-là, il se dit, voilà, ils n'iront pas au bout, Hollande et Valls. Après, je vous dis, il y a cette conscience qu'un monde est terminé. Emmanuel Macron, si on revient à sa personnalité, est quelqu'un qui, depuis son plus jeune âge, a été accompagné, précédé par l'approbation, l'assentiment, l'admiration de gens qui étaient plus âgés que lui, au sens où ils avaient plus de vie. Et ça passe par ses professeurs, ça peut passer par son épouse. Par sa grand-mère, on dit aussi. Anne Fulda raconte beaucoup sa relation à sa grand-mère dans sa biographie. Ça commence par la grand-mère. Mettez ça sur le long terme, il y a toujours autour de lui, devant lui, des gens qui ont beaucoup plus de vie que lui, qui l'adoubent. Grand-mère, professeur, épouse, le philosophe Paul Ricoeur, l'industriel Herman, ainsi de suite, poursuivez. Et il en a conçu une confiance en lui, une certitude de son destin, une étrangeté aussi, parce qu'il a très peu d'amis qui sont ses contemporains, il a des collaborateurs très jeunes et des gens plus âgés qui l'ont précédé. Un dernier mot, Alix, à un moment donné, il voit que Hollande est terminé, il y va, c'est tout. Un dernier mot sur sa personnalité. On dit que c'est un homme dur derrière cette apparence sympathique, bonhomme. Enfin, c'est ce que j'expliquais à l'instant, c'est qu'effectivement, c'est là où peut-être la comparaison avec Hollande peut faire office. C'est un personnage affable qui peut aussi être quelqu'un de moins sensible qu'il n'y paraît. Mais je voulais juste dire que le côté la révélation, je veux être président, qui aurait eu lieu il y a 2 ans, j'y crois pas non plus. Marc Ferracci, qui est un de ses intimes aussi, économiste, se souvient lui que dès l'après-Pénin et dès l'ENA, finalement, il a commencé à avoir cette petite idée et il a dit, moi je veux être banquier avant pour m'assurer une certaine indépendance financière. Donc il a toujours voulu faire de la politique, voilà. Oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Un mot. Un mot. Il était persuadé d'avoir un destin. C'est pas contradictoire. Ce que je disais, c'est qu'il se rend compte à un moment donné que le pouvoir qui l'entoure est vide et terminé. Juste une chose, pour faire justice de cette comparaison avec François Hollande. Elle est absurde. Le rapport au livre, le rapport aux mots, le rapport à la culture, le rapport à l'histoire, instrumentalisé et peu connu chez Hollande, totalement vécu intimement par Macron, est totalement différent. Le rapport à la dureté des réformes, à l'accomplissement, en tout cas il prétend l'être, on verra à l'usage. Et enfin, Emmanuel Macron est l'homme qui a mis fin à la vie politique de François Hollande, en se déclarant. On est dans une folie absolue d'ordre propagandiste chez les gens de droite, puis après on s'y est habitué, quand on dit que c'est de la continuité. Sinon, à ce compte-là, n'importe quel homme un peu pro-européen est François Hollande, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Merci. Vous pensez que c'est une vraie politique de rupture qui va mener. Et vous serez là pour nous en parler, parce que vous restez avec nous, Claude Askolovitch. Merci Bertrand Delay de nous avoir accompagnés sur ce premier plateau. Je rappelle, le rendez-vous à ne pas manquer, ce sera jeudi soir, envoyé spécial, la diffusion de votre documentaire En marche vers l'Élysée, c'est cela ? Oui. Donc vous avez suivi Emmanuel Macron jusqu'à ce soir, depuis le mois de septembre. Ce sera jeudi soir. À tout à l'heure, Alix. On va retrouver Guillaume Daré qui nous attend patiemment au QG d'Emmanuel Macron. Guillaume, le nouveau président élu est donc revenu à son QG après son allocution sur le carrousel du Louvre. Il est toujours sur place à l'heure où l'on se parle ?
Absolument, effectivement, le nouveau président qui a regagné ce QG du 15e arrondissement de Paris. On l'a suivi à nous à moto, il est revenu ici. Effectivement, il est présent avec ses proches, avec tous ceux aussi qui ont fait sa campagne. Vous voyez, il y a pas mal de gens qui sont en train d'arriver. Évidemment, c'est filtré. Il y a une petite liste d'invités et on nous avait dit, ses proches, son entourage, qu'il souhaitait remercier tous ceux qui avaient fait sa campagne pour lui, fêter cette victoire. Un peu plus tard, il devrait regagner son domicile pour se reposer avant, évidemment, cette cérémonie demain du 8 mai aux côtés du président, toujours en exercice pour quelques jours, François Hollande. Voilà, j'aurai le plaisir d'ailleurs de vous y retrouver. Ce sera un moment et un temps fort politique important. Merci Guillaume. On continue de suivre la soirée évidemment d'Emmanuel Macron, le direct qui se passe toujours avec cette grande fête au Carrousel du Louvre. Et puis on va aller du côté de Lyon. Bonsoir Denis Sébastien. Lyon, quelle ambiance, quelle atmosphère ce soir? A-t-on également fêté la victoire du nouveau président? Oui, Julien, bien sûr. On a fêté la victoire ici au QG d'En Marche. Le seul QG, nous dit-on, en France, en dehors de Paris. Il y avait à peu près 400 personnes au moment du résultat, vers 20h. 400 personnes qui, évidemment, ont crié leur joie. Alors, c'est une victoire avec une certaine retenue. On a beaucoup dit qu'on était soulagé et on a aussi beaucoup réfléchi à l'après, cette majorité qu'il va falloir trouver aux législatives. Les investitures, localement, on se pose beaucoup de questions. Une information à Lyon. Dans la ville de Lyon, le candidat d'En Marche a réuni plus de 84% des suffrages. Pari gagné donc pour Emmanuel Macron, pari gagné aussi pour Gérard Collomb, l'un de ses soutiens de la première heure, le maire de Lyon, qui dès le départ a soutenu le candidat d'En Marche. Alors actuellement, il reste une centaine de personnes ici. On continue tranquillement la discussion, mais la soirée va bientôt se terminer. Merci Denis pour cette atmosphère et cette ambiance sur place à Lyon. Et toute la soirée, bien sûr, on va suivre l'évolution des résultats qui continuent de nous parvenir. Ce sera avec vous. Soria, bonsoir. Vous avez de nouveaux chiffres qui viennent de nous parvenir. C'est à vous. On va d'abord redonner donc les chiffres d'Emmanuel Macron, celui qui est devenu le 8e président de la 5e République. Emmanuel Macron qui remporte donc largement cette élection présidentielle avec 65,8% face à Marine Le Pen, selon l'estimation d'Ipsos Seprasteria. 34,2% des voix pour la candidate du Front National. L'autre événement de ce second tour inédit, c'est le taux de l'abstention. Il est estimé à 25,3%. 25,3% des électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes. C'est plus qu'au premier tour et c'est surtout du jamais vu depuis 1969. Regardez l'évolution durant les 15 dernières années, durant les 3 derniers scrutins. 20,3 en 2002, 16 en 2007 et 19,6 en 2012. Et puis, forte proportion également pour le vote blanc et nul, 8,9, ce qui représente 4 200 000 personnes qui n'ont pas souhaité choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Voilà, c'est un record. On analysera ces chiffres, ces résultats avec notre sondeur, notre partenaire Ipsos. Dans quelques secondes, on rejoindra nos invités politiques également qui nous attendent. D'abord, les images, les réactions de cette grande soirée. C'est avec Lorraine Gublin. Il est arrivé seul au pied de la pyramide du Louvre. Une victoire historique. À 39 ans, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la 5e République, un an à peine après avoir créé son parti. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent, ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Devant le musée, des milliers de partisans rassemblés pour acclamer le nouveau président. Dans la foule, une vague d'optimisme. Avec les images du soir du premier. Il donne un esprit d'optimisme parce qu'au début on est tous désespérés, mais alors il faut y croire. Mais donc ça fait un peu thérapie de groupe, on est tous ensemble à y croire. Ça c'est une nouvelle vision, c'est en termes de couple, d'idées, de partis, toutes ces personnes, l'énergie qu'il a réussi à faire amener avec lui, c'est formidable. Une victoire rapidement saluée par des chefs d'État étrangers. J'ai hâte de travailler avec lui, souligne Donald Trump, le président des États-Unis. Des félicitations chaleureuses pour la première ministre britannique Theresa May. Le porte-parole d'Angela Merkel salue une victoire pour une Europe forte et unie. L'ancien président du Conseil italien Matteo Renzi, lui, décrit une extraordinaire page d'histoire pour la France et l'Europe.
Mais ce soir, c'est un président déjà sous pression. Abstention record, Front National à 34%, Emmanuel Macron sait qu'il n'a pas suscité une adhésion franche à son projet. Ses soutiens se réjouissent, mais se veulent réalistes. À construire une majorité qui ne représente pas le pays. Bien sûr, on sait que ça ne va pas être facile, que cet espoir, il faut désormais l'incarner, le porter, le réaliser concrètement. Mais c'est un message formidable. À 20h, dans le restaurant où les partisans du Front National se sont rassemblés, il y a d'abord eu la déception. Mais rapidement, ils ont regardé vers les législatives. C'est pas un échec, c'est qu'un tremplin pour les législatives. Pour nous, c'est une victoire. Bon, bien sûr, on n'a pas gagné la présidentielle, mais notre résultat est historique. Marine Le Pen se positionne déjà à la tête de l'opposition. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. C'est ce grand choix qui, par circonscription, sera soumis aux Français lors des législatives. Je serai à la tête de ce combat. Elle annonce aussi une transformation profonde du Front National. L'opposition, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui entend l'incarner. Une nouvelle majorité parlementaire est possible autour de nous. Le goût du bonheur reste contagieux. La question ce soir, avec quelle majorité le nouveau président va-t-il gouverner? À droite, certains se disent prêts à rejoindre Emmanuel Macron. Moi, j'ai toute ma place à droite. Je peux travailler dans une majorité de gouvernement. Après, c'est mon parti qui fera le choix qu'il voudra bien faire. François Baroin, le chef des Républicains, lui, est clair. Et naturellement, il y aura des candidats contre ceux qui rejoindraient Emmanuel Macron dans le gouvernement ou ceux qui voudraient éventuellement même avoir l'investiture En Marche. Il n'y aura pas de double investiture. Ils seront En Marche pour une majorité présidentielle, ils seront LR-UDI pour une majorité pour la France. Mais il n'y aura aucune ambiguïté. Est-ce qu'ils seront à gauche, de fait, ils quittent la famille. À gauche, Stéphane Le Foll, Emmanuel Valls entendent rallier la future majorité présidentielle. Najat Vallaud-Belkacem, elle, veut soutenir les idées de la gauche. Au Louvre, Emmanuel Macron a célébré sa victoire, sa famille à ses côtés, sur fond de Marseillaise. C'est bien sûr une des images qu'on retiendra de cette soirée. Voilà pour ces images et ces réactions. On va tâcher de les analyser maintenant, ces résultats un peu plus dans le détail avec vous, Stéphane Zumsteg, partenaire Ipsos pour cette grande soirée présidentielle. Peut-on ce soir parler de victoire franche pour Emmanuel Macron ? C'est une victoire, mais paradoxalement, c'est vrai, il est élu avec 20 millions de voix, c'est-à-dire plus que François Hollande ou Nicolas Sarkozy avant lui. Mais malgré tout, c'est une personnalité qui reste clivante et qui n'a pas su, dans la campagne d'entre-deux tours, susciter de l'envie. En fait, on le voit, 25% d'abstention, on n'avait pas vu ça depuis près de 50 ans au second tour. Et surtout, le chiffre le plus exceptionnel, c'est 4,2 millions de personnes qui ont voté blanc et nul. Et ces gens-là, on leur a demandé pour quelles raisons ils avaient voté blanc et nul. Oui. Et la plupart du temps, ils nous répondent par rejet total des candidats. Rejet total des candidats, pas d'une ou d'un candidat de Marine Le Pen, tout autant qu'Emmanuel Macron. Donc vous le voyez, c'est un candidat qui a plus été élu par défaut plus que par adhésion. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. C'est une victoire clairement par défaut. C'est ce que vous disent vos chiffres. C'est ce que nous disent nos chiffres. Je ne parle pas du socle électoral du premier tour, bien sûr, mais pour les Français qui l'ont rejoint dans l'entre-deux tours, ils l'ont fait plus par défaut, effectivement. Et on leur a demandé aussi à toutes ces personnes pour quelles raisons ils avaient voté pour lui, sa personnalité, son programme. Non, ce qui compte avant tout, c'était un vote pour s'opposer à Marine Le Pen. Près de la moitié de l'électorat d'Emmanuel Macron justifie son vote par l'opposition. 43% justifie son vote par une opposition à Marine Le Pen. Et non par une adhésion au programme d'Emmanuel Macron. C'est un signe de fragilité, quelque part, pour le nouveau président élu. Ça laisse aussi augurer un début de mandat qui pourrait être tout à fait compliqué. François Hollande n'avait pas eu d'état de grâce, mais ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron en aura encore moins que lui. Alors, un président peut-être déjà affaibli, merci Stéphane, on reviendra vers vous tout à l'heure pour d'autres analyses, qui va devoir composer avec cette grande union nationale qu'il a promis et qu'il appelle de ses voeux. Quel sera son gouvernement? Qui sera son Premier ministre? Écoutez ce qu'il en disait il y a quelques jours. C'est quelqu'un qui aura une expérience dans le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire et les compétences pour animer un collectif gouvernemental qui sera profondément renouvelé, où il y aura aussi quelques femmes et d'hommes d'expérience. Voilà, donc c'est quelqu'un qui doit avoir cette légitimité.
Voilà, et on va en parler justement de ce gouvernement d'union nationale avec mes invités, Franck Riester qui est toujours avec moi, Bariza Chiari, sénatrice PS de Paris, merci d'être restée et d'avoir été patiente, et puis Yann Brossa, élu communiste à la mairie de Paris, bonsoir, bienvenue à vous. D'abord, plusieurs noms circulent sur un possible Premier ministre d'Emmanuel Macron, on parle de Jean-Yves Le Drian, de Richard Ferrand, c'est son bras droit, de Sylvie Goulard, la députée européenne centriste, on parle aussi d'Édouard Philippe, le maire du Havre, de Xavier Bertrand et puis de Christine Lagarde. Parmi les noms cités, il y en a évidemment bien d'autres. Quel serait le bon choix, selon vous ? Alors, ce sera le choix du président de la République. Franchement, là, je ne peux pas vous indiquer, mais les noms que vous avez cités sont des hypothèses plausibles. Mais vous avez des informations à nous donner ou pas ? J'en ai aucune. Vous m'estomaquez un peu parce qu'on a le sentiment que vous avez des... Ce sont des gens qui sont ouverts, modérés et qui peuvent très bien rejoindre Emmanuel Macron. Alors on va aller voir ces photos, voilà, les voici, Xavier Bertrand, Édouard Philippe à gauche, le maire du Havre, maire Les Républicains, Christine Lagarde évidemment, la directrice générale aujourd'hui du FMI, Franck Riester, lequel serait le plus à même de mener un gouvernement, selon vous, d'union nationale que souhaite Emmanuel Macron ? Faut-il un Premier ministre plutôt à droite, de centre-droit comme Xavier Bertrand, ou plutôt un Premier ministre qui vient de la gauche ? Je vais répondre clairement. Je suis convaincu que pour symboliser cette union nationale, il faut que ça s'incarne dans un Premier ministre de la droite ou du centre-droit, clairement. Donc Xavier Bertrand. Et les noms que vous avez cités, de la droite et du centre, sont des noms de gens très compétents qui ont tout à fait les capacités et le talent pour être Premier ministre. Je crois vraiment que les premières décisions en matière de ressources humaines, et notamment le choix du Premier ministre, parce que c'est ce que les Français retiendront principalement, est déterminant. Mais c'est compatible de faire travailler ensemble Emmanuel Macron et Xavier Bertrand, par exemple ? Mais complètement. Xavier Bertrand, c'était quand même l'ennemi d'hier. Oui, mais quand même, Xavier Bertrand a l'expérience de la région et du Front National. Et on a vu qu'il avait mis beaucoup d'eau dans son vin à l'occasion de ces élections et qu'il avait compris un certain nombre de choses. Je voudrais profiter de la présence de Yann Brossa pour dire à quel point je salue le comportement des communistes qui ont été très clairs. Ils ne se trompent jamais d'ennemis. À la différence de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que vous voulez dire. C'est important de donner le sous-texte. Hein. Oui. Yann Brossa, vraiment. Mais c'est important de le dire. Yann Brossa, sur cette équipe gouvernementale qui est en train de se dessiner, on attend évidemment la nomination de ce Premier ministre. Quel est votre sentiment et comment accueillez-vous cette idée d'union nationale et d'un Premier ministre qui pourrait, comme le dit Franck Riester, venir de la droite républicaine ? Moi, je ne crois pas une seule seconde qu'en mettant ensemble tous les responsables politiques, de gauche comme de droite, qui nous ont conduits à la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je ne pense pas une seule seconde que ces gens-là soient aptes à nous sortir de la crise. Et donc je pense que, d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse de Xavier Bertrand, de Christine Lagarde ou de M. Le Drian, tous ces gens-là ont gouverné. Donc ce soir, vous ne prenez pas acte de la recomposition politique qui est en train de s'opérer. Tous ces gens-là ont gouverné et tous ces gens-là ont échoué. Et tous ces gens font que la France compte aujourd'hui 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. Et donc la situation va continuer à s'aggraver parce que c'est le même personnel politique qui nous a conduits dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a une stratégie, Franck Riester, clairement un peu politicienne derrière, de faire éclater la droite telle qu'elle existe aujourd'hui, avec ces deux droites qu'on a vu clairement ce soir sur les plateaux de télévision? Je ne sais pas, il faudra lui demander. Ce qui est certain, c'est que chacun va être devant ses responsabilités. Est-ce que oui ou non, on a envie d'agir pour des résultats pour le pays? C'est ça qui compte. Il y en a un peu assez des clivages partisans, mon parti, mon camp, mon clan, et peu importe l'intérêt général, peu importe le pays. Si le président de la République, qui veut recomposer, qui veut rassembler les Français sur un projet quand même assez clair, il faudra qu'il le clarifie sur un certain nombre de sujets. Je peux comprendre qu'un élu communiste ne soit pas en phase avec ce projet-là, mais pour autant le projet est assez clair. Si ces hommes et ces femmes se rassemblent sous, l'initiative, l'impulsion du président de la République, tant mieux. Mais c'est pas un blanc-seing. Yann Brossa, vous réagissez dans un instant parce qu'il est déterminé à le faire. Il y a le Premier ministre et puis il y a le gouvernement aussi. Là encore, Emmanuel Macron en a dressé le portrait en quelque sorte il y a quelques jours. Écoutez. Je ne ferai pas mon gouvernement avec les états-majors des partis politiques. Il sera composé d'une quinzaine de ministres, tout au plus, qui seront d'abord choisis pour leur qualité et pour leur expérience, notamment en rapport avec leur portefeuille, pas pour leur supposé poids politique. Il faut, à ce titre, en finir avec les ministres qui n'ont d'autre légitimité que celle d'un apparatchik.
Ils seront issus pour une partie conséquente de la société civile, dans toute sa diversité, car il faut en finir avec une classe politique qui est encore aujourd'hui trop largement composée d'hommes de plus de 50 ans et dont trop peu ont connu le monde du travail. Il sera composé pour moitié de femmes, y compris, bien sûr, à des ministères de premier plan. Voilà, cette idée d'union nationale, vous, ça ne vous séduit pas, Yann Brossat ? Surtout, ce que je conteste absolument, c'est l'idée qu'Emmanuel Macron aurait été élu sur son projet. Vous avez vu les sondages, 16% des Français qui ont voté Emmanuel Macron aujourd'hui ont voté sur son projet. Ils ont massivement voté contre Le Pen. Oui, mais on ne pourra pas dire comme François Hollande qu'il n'a pas affiché la couleur dès le début. Son programme, il l'assume, mais au deuxième il l'a explicité. Mais au deuxième tour... Moi, vous savez, j'ai présidé un bureau de vote à la Goutte d'Or qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon à 49% au premier tour et pour Macron à 90% au second. Les gens ont voté la peur au ventre contre Marine Le Pen pour éviter que Marine Le Pen n'accède à l'Élysée. Et donc, si la conclusion qu'Emmanuel Macron tire de cette élection présidentielle, c'est qu'il a les mains libres pour mener un programme libéral, il fait un contresens total sur ce que les gens ont voulu exprimer à travers cette élection. Parce que les résultats du second tour n'effacent pas les résultats du premier, et notamment le très bon score de Jean-Luc Mélenchon. Franck Riester, vous, on vous propose un poste de ministre, vous dites oui ? C'est pas la question, franchement. Non, mais moi, je vous pose la question. Oui, bah écoutez, vous savez, servir son pays, on peut le servir d'une façon différente. Moi, je rêvais d'être député parce que j'étais engagé, comme je suis chef d'entreprise, je suis engagé dans la société civile, j'avais envie d'aller plus loin, prendre des responsabilités. Parce que vous comprenez la question qui se pose derrière, mais c'est comment est-ce qu'on fait travailler dans un gouvernement Bruno Le Maire, Christian Estrosi, pour ne pas le citer, Franck Riester éventuellement, ou Manuel Valls, par exemple ? La question n'est pas une question de personne, la question est une question d'engagement. Moi, je suis un chef d'entreprise et c'est d'ailleurs un élément très important, je crois, aussi du projet d'Emmanuel Macron, y compris pour les législatives, c'est de faire rentrer des gens de la société civile, c'est faire rentrer des nouvelles têtes. C'est, et vous êtes d'accord d'ailleurs là-dessus, c'est-à-dire c'est régénérer la démocratie. Et ensuite, chacun à sa place, chacun à son niveau, y compris au niveau local. S'engager pour faire réussir le quinquennat, je pense que c'est tout à fait ce qui doit être la priorité des responsables politiques que nous sommes. Barry Zaccari, la fonction ou le poste. Barry Zaccari, mon petit doigt m'a dit, enfin des proches d'Emmanuel Macron, laisse entendre que vous pourriez en faire partie de cette équipe gouvernementale. Est-ce que c'est le cas ? Et est-ce que si on vous propose un poste, vous vous dites oui, je veux en être moi aussi ? Non, mon dernier combat politique, c'était de porter Emmanuel Macron à la présidence de la République. C'est fait. Je ne me représente pas au Sénat. Je considère que j'ai fait 2 mandats et que ça suffit. Et je tourne la page de ma séquence politique. Donc je me retrouverai dans la société civile. Donc quoi qu'il arrive, vous ne serez pas ministre ? Je ne serai pas ministre. Je considère que la politique dessèche et que j'ai un besoin de me ressourcer. Et c'est la jurisprudence de la Noé. Bon, eh bien, faites attention parce que les magnétos, ça reste dans les archives. Oui, bien sûr. Alors, parmi les non-cités, je le disais, il y a Christian Estrosi, ancien ennemi, lui aussi, d'Emmanuel Macron. On va justement aller à Nice, où nous attend Audrey Richier sur place, pour savoir, eh bien, sur cette perspective de gouvernement d'union nationale. Comment est-elle vécue, Audrey, par les électeurs de Christian Estrosi que vous avez peut-être pu rencontrer sur place ? Eh bien, Julien, les électeurs de droite avec qui j'ai pu discuter ce soir sont assez unanimes, même si beaucoup se réjouissent de la victoire d'Emmanuel Macron. Nice a d'ailleurs voté à 60% pour le candidat En Marche. La plupart sont formels. Ils ne veulent pas que les Républicains s'allient avec le nouveau président de la République. Ils veulent pouvoir voter pour un candidat portant pleinement l'étiquette Les Républicains lors des prochaines élections législatives. L'un de ces électeurs de droite me disait « Il ne faut pas que nos élus politiques locaux soient tentés de surfer sur cette vague de victoire, mais qu'ils continuent à défendre nos valeurs. Vous l'avez donc compris, si ce soir Emmanuel Macron a pu compter sur le soutien des Niçois lors de ce second tour, ce n'est pas gagné pour autant lors des prochaines échéances électorales. Merci Audrey. François Mitterrand disait le centre c'est une variété molle de la droite. Est-ce qu'Emmanuel Macron il est pour vous plus marqué à droite ou à gauche, Barry Zaccari ? Pardon ? C'est pas bien de regarder son portable pendant qu'on fait des interviews. Je disais François Mitterrand, lui, avait cette formule. Il disait le centre, c'est une variété molle de la droite. Emmanuel Macron, il est marqué où ? Les choses ont changé. Vous comprenez ce qu'il y a derrière ? L'ancien président disait le centre, ça n'existe pas. Je comprends très bien ce qu'il y a derrière, mais les choses ont changé. Nous avons besoin de résultats. Comment dire ? Tout commence. Vraiment, nous avons été entendus. Aujourd'hui, nous avons besoin de prouver et nous avons besoin de résultats pour nos compatriotes. Et ce qui est bien en plus chez Emmanuel Macron, c'est qu'il inscrit son action dans les lettres et la culture. Et ça rappelle François Mitterrand. Vous disiez il y a quelques jours, le Parti socialiste n'est pas mort. Vous le pensez toujours ce soir ? Je pense que non. Le Parti socialiste
socialiste a un siècle. Il y a eu, bien sûr, bien des déboires au Parti socialiste. Il a toujours il est vraiment la renaissance de ses cendres. C'est tel le phénix. Et je pense qu'il n'est pas mort. Non, les partis politiques vont essayer de se recomposer. C'est un peu normal. Vous lui souhaitez toute la réussite quand même, Yann Brossard ? Que la France avance, évidemment, mais je pense qu'elle avancera dans la justice sociale et malheureusement, je ne pense pas que le programme d'Emmanuel Macron nous y conduit, d'où l'enjeu d'ailleurs des élections législatives à venir. Je ne peux pas laisser dire ça, parce qu'Emmanuel Macron, le totem de la droite, des droites, c'est la liberté, le totem de la gauche, c'est l'égalité. Oui. Emmanuel Macron arrive à conjuguer les deux. Je crois qu'on a compris votre position. Merci à vous trois, merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, merci de vos témoignages aussi sur cette recomposition de la vie politique.